Bonjour, je suis Nikos Parayos, je suis professeur des universités des classes exceptionnelles à la Centrale Supélec et aussi responsable de formation en troisième année, master et formation continue autour de l'intelligence artificielle et sciences des données. Bonjour, je suis Laetitia Vigneron-Field, chargée d'affaires au sein de Centrale Supélec EXED et je suis responsable donc de la gestion et de la commercialisation des formations en intelligence artificielle proposées par Centrale Supélec EXED, mais également de formations dans le domaine du big data et de l'excellence opérationnelle. Merci. Nous sommes là aujourd'hui en fait pour présenter un petit peu l'état de l'art en intelligence artificielle ainsi que les formations que nous proposons au sein de Centrale Supélec EXED. Donc, le webinaire est organisé en deux parties. D'abord, je vais vous faire une courte exposé d'état de l'art en intelligence artificielle et ensuite on va répondre à vos questions. Donc, si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, la première chose qu'on doit faire, c'est définir, en fait, parce que c'est un sujet qui est dans l'actualité. Donc, il y a trois définitions possibles. La première définition, en fait, consiste à développer des algorithmes qui sont capables à imiter les façons avec lesquelles l'homme prend la décision. C'est ce qu'on appelle des systèmes experts, où l'idée, en fait, c'est qu'on maîtrise parfaitement la chaîne décisionnelle pour une tâche. Et en fait, on va écrire un programme qui va essayer de reproduire les façons avec lesquelles on décide sur un sujet. C'est quelque chose qui existe depuis de longues années. Ça nécessite d'avoir une maîtrise parfaite des façons avec lesquelles l'on prend la décision. Et en général, c'est très compliqué à mettre en place parce qu'en fait, pour des tâches très complexes, l'arbre décisionnel est très compliqué. La deuxième définition qui est plus intéressante, en fait, c'est au lieu d'essayer de reproduire notre façon à raisonner, on essaie de reproduire notre comportement par rapport à une tâche spécifique. Pour être clair, on a des données où en fait un expert a pris une décision. L'idée, c'est de faire un algorithme mathématique qui sera capable, à partir de ces données, de reproduire la même décision sans forcément reproduire la logique et le raisonnement de l'homme. Donc, ça devient plus intéressant parce qu'en fait, on n'est pas obligé de maîtriser les façons avec lesquelles nous prenons les décisions. Et en fait, c'est très applicable dans différents domaines où on a accès à des données aussi que l'interprétation des données par l'expert. La troisième définition qui devient encore plus intéressante, en fait, c'est de faire des choses que l'homme aujourd'hui n'est pas capable de faire. L'idée, c'est d'essayer de trouver dans des bases de données, en fait, des corrélations qui sont invisibles à l'homme, qui sont capables d'expliquer des phénomènes très complexes. Pour être concret, si on prend le cas de médecine, l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, combiner des formations qui viennent de la génomique, de l'imagerie, des pathologies, pour pouvoir faire un diagnostic plus précis, plus précoce et personnalisé. Voilà. Si on peut passer au slide d'après. Donc, le domaine d'application de l'intelligence artificielle, en fait, sont multiples et touchent quasiment l'ensemble de la société. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, de tout ce qui est voiture autonome. Donc, les voitures autonomes, c'est en fait, c'est un exemple parfait de l'intelligence artificielle où on doit combiner différents capteurs avec des algorithmes de telle façon qu'on est capable de conduire, à s'égarer, à éviter des obstacles. Un autre domaine où aujourd'hui l'intelligence artificielle est en train de pénétrer de façon très considérable, c'est tout ce qui est sciences de la vie. Donc, on peut imaginer à la fois l'aspect diagnostic, traitement, mais aussi on peut imaginer quelque chose qui est encore plus intéressant, qui est le développement des médicaments. Donc, la possibilité de choisir les bons patients et combiner les bons molécules pour avoir les médicaments avec l'IA devient possible. Et ça peut nous permettre d'avoir des médicaments qui sont bien plus précis et aussi ça coûte beaucoup moins cher le développement qu'aujourd'hui c'est un des freins pour répondre à un grand nombre de maladies. Un autre domaine qui touche la race publique, c'est en fait tout ce qui est assistant personnel. Donc, Google, Amazon ou Facebook ont leur propre assistant. Donc, en fait, l'idée, c'est vous dialoguer avec un ordinateur et l'ordinateur est capable de vous donner des réponses très précises par rapport à des questions et le niveau de perfection de ces réponses continue à s'améliorer. Donc, effectivement, on peut parler de tout ce qui a ça, système de recommandation. Donc, Netflix, souvent, quand vous regardez un film, est capable de proposer des films qui sont similaires ou des films que vous allez aimer pour une raison très simple. Parce qu'en fait, derrière, il y a une base de données de tous les clients de Netflix et vous essayez de rapprocher votre profil par rapport à les profils des utilisateurs. Et en fonction des choix des utilisateurs, ils vont proposer un film ou un autre. Et c'est encore l'IA qui est derrière. Donc, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a partout, dans tous les domaines de la vie, ça impacte des domaines industriels comme tout ce qui est développement des médicaments, tout ce qui est robotique, mais aussi ça impacte nos vies de tous les jours comme des systèmes de recommandation ou des assistances personnelles.
Si on doit prendre un peu de recul, en fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'est pas tout récent. En fait, ça existe depuis les années 50. Donc, Alan Turing, c'est un des fondateurs de l'IA qui a prédit qu'en 2000, 70% en fait, pour une personne moyenne, intellectuellement, la capacité, en fait, de comprendre si le dialogue avec un ordinateur, avec une autre personne, sera 70%. Ça veut dire qu'on sera plus capable d'en distinguer, en fait, si face à nous, on a un ordinateur ou une autre personne. C'est pas arrivé en 2000, mais je pense qu'en 2020, on sera là. Une autre prédiction qui était faite aux années 50 aussi, c'est en fait que l'intelligence artificielle, à l'aide de l'informatique, va devenir un champion des échecs. Donc, qui a produit en 1995, quand Deep Blue de IBM a gagné Garry Kasparov. Et plus récemment, en fait, il y a le cas très concret de DeepMind qui a réussi en fait à gagner Liu Seduk sur le jeu de Go, qui est un jeu très complexe en fait, où l'ordinateur, avec une puissance de calcul phénoménale et aussi avec accès à des bases de données de simulation colossales, a réussi à gagner le champion du monde en Go, qui est un jeu très très complexe, beaucoup plus complexe que les jeux des échecs. Oui. S'il vous plaît. Donc, en fait, il y a deux types d'approches sur l'intelligence artificielle. C'est des approches qu'on appelle cognitives et des approches qu'on appelle guidées par les données. Les approches cognitives, c'est en fait le système de recommandation. C'est qui était de l'art entre 1960 et 2000, où l'idée, c'était d'utiliser la logique humaine pour produire des textes. C'est des approches qui marchent relativement bien, à condition d'avoir bien maîtrisé la procédure de décision et avoir des tâches qui ne sont pas très complexes à modéliser. La deuxième approche qu'aujourd'hui on est sur, c'est ce qu'on appelle des data-driven, où l'objectif, en fait, c'est d'essayer d'exploiter de façon colossale les données existantes, où on a à la fois la donnée brute, mais aussi l'interprétation de l'homme, et à partir de ça, de pouvoir aller plus loin pour reproduire notre façon à penser. Et pour ça, en fait, on cherche à imiter des systèmes mathématiques complexes qui sont capables d'énumérer beaucoup des hypothèses pour arriver à la meilleure décision possible. Ce sont des approches, en fait, c'est aujourd'hui à la définition moderne de l'IA, avec une balance qui est clairement vers l'approche type data. Passez aux slides après. Donc, pour expliquer un petit peu le contexte des approches, donc comme on a dit, le système de cognition, ça fait sur des modèles probabilistes et c'est de langage de programmation comme Lisp et Prolog. L'idée, c'est de faire un modèle statistique de problème et à partir du modèle statistique, une fois qu'on a défini la probabilité qui est le plus appropriée par rapport à les observations, de prendre la meilleure décision possible. C'est des approches qui sont utilisées beaucoup dans les théories des jeux, dans tout ce qui est théorème, tout ce qui est système d'interprétation et aussi beaucoup en tout ce qui est langage de texte. Et il y a des langages de programmation spécifiques comme Lisp et Prolog qui étaient des langages dominants aux années 80. Ces approches-là ont de disparaître aujourd'hui au profit des, si on peut passer au slide suivant s'il vous plaît, au profit en fait des approches data-driven. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2010? En fait, il y a trois événements majeurs. D'abord, en fait, on a les puissances de calcul qui est devenue de plus en plus accessible, principalement grâce à des mini-calculateurs qu'on appelle des GPU. Les GPU, c'est les calculateurs qui sont utilisés beaucoup aux jeux vidéo. En fait, c'est des puissances, de ces calculateurs puissants à condition que l'échange d'informations reste local. Donc, grâce à jeux vidéo, en fait, on est en train de dépasser les limites des lois de Moore qui expliquent en fait que la puissance de calcul va doubler toutes les décennies. Et du coup, on a accès à des moyens de calcul qui sont très considérables. La deuxième élément majeur depuis les années 2000, en fait, c'est l'accessibilité aux données. Avant, l'accès aux données, c'était contraint pour des organismes, pour des gouvernements. Aujourd'hui, grâce à tout ce qui est objet connecté, grâce à tout ce qui est téléphone portable, et aussi grâce à notre envie de partager l'information, on se trouve avec des jets de données colossales, à la fois au niveau des contenus, mais aussi au niveau des annotations. Ça veut dire, en fait, on a des données où on peut ou on sait l'associer avec des décisions ou des résultats. Donc, la possibilité d'avoir accès aux données avec la puissance de calcul, en fait, c'est combiné avec des techniques ou des progrès algorithmiques relativement mineurs depuis les années 1990 pour arriver aujourd'hui à ce qu'on appelle l'apprentissage statistique, l'apprentissage profond et l'apprentissage par renforcement. Est-ce qu'on peut passer au slide d'après? En fait, l'idée de l'apprentissage statistique est relativement simple. C'est de mettre en place un modèle mathématique soit simple, soit complexe, qui en fait, on va par simulation essayer de modifier son comportement pour qu'il puisse approcher au plus proche possible les comportements de l'homme. Ça veut dire, on va prendre des données où l'homme a fait l'interprétation,
on va initier notre système avec une sorte de variable aléatoire et on va essayer de modifier ces variables qui, à la fin, une fois qu'on a repassé les données sur lesquelles l'homme a pris la décision, le système, en fait, a exactement le même comportement. Donc, ce n'est pas un système qui reprend la logique, c'est un système, en fait, qui a une conception mathématique où l'idée, c'est d'avoir la capacité à reproduire pour une donnée, un problème spécifique et des données spécifiques, les résultats de l'interprétation de l'homme. Donc, ce sont des systèmes souvent très complexes qui ne suivent pas forcément la façon avec laquelle prendre les décisions, mais du fait qu'ils sont des systèmes complexes avec beaucoup de variables, on est capable, en fait, à partir des données massives, de faire des apprentissages qui peuvent souvent aller au-delà de la capacité de l'homme, ça veut dire avoir des précisions ou des performances qui dépassent largement les performances d'un homme moyenne. Si on peut passer au slide après. Donc, le machine learning, en fait, c'est devenu un des domaines les plus intéressants dans les mathématiques et aussi en informatique autour des années 95. Et à partir de 2010, en fait, on a une sous-catégorie de machine learning qui est arrivée, qu'on appelle le deep learning ou l'apprentissage profond, qui c'est en fait une technique spécifique de modéliser des problèmes complexes, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au réseau de neuronaux qui existe depuis les années 70. Et l'idée de deep learning, en fait, c'est d'aller encore à des systèmes bien plus complexes que le machine learning conventionnel, l'apprentissage statistique, qui vont nous permettre, en fait, d'avoir des interprétations qui sont beaucoup plus précises avec une performance qui souvent est au-delà de l'homme. L'idée, c'est toujours la même. C'est le système reste un système mathématique avec des opérateurs simples. Notre objectif, c'est de calibrer ce système mathématique à partir des simulations de telle façon qu'à la fin, les données, en fait, qui sont utilisées pour faire apprendre le système est interprétée de façon optimale par rapport au système. Donc, deep learning aujourd'hui, c'est une approche qui est en train de dominer tous les domaines des sciences, mais aussi au-delà tous les domaines sociétaux, parce qu'en fait, les applications sont multiples. Si on peut passer au slide d'après. Si on veut expliquer le deep learning de façon très simple, supposons notre objectif, c'est de construire une classifière qui sera capable, à partir d'une image, de décider si on a un chat ou un chien. C'est ça l'objectif. Donc, en fait, on a deux types d'images, des images où on a des chiens et des images où on a des chats. Donc, au départ, en fait, le deep learning va faire un truc très simple. Il va considérer que je peux prendre une décision binaire, ça veut dire donner 0 ou 1, à partir d'une combinaison de tous les pixels qui sont les valeurs de l'image, de telle façon que 0 correspond à un chien et 1 correspond à un chat. Donc, au départ, en fait, ces combinaisons, c'est fait par des poids aléatoires. Ça veut dire, en fait, je vais initialiser mon réseau de telle façon qu'en fait, pour n'importe quelle image, je suis capable de produire un résultat. Je vais commencer à passer à mon réseau les données réelles. Et chaque fois, en fait, qu'il y a une mauvaise décision, ça veut dire chaque fois qu'on prédit à la place d'un chat ou un chien, on va commencer à modifier les paramètres du système de façon très simple, itérative. Ça veut dire on va changer les points des combinaisons de valeurs des pixels pour qu'à la fin, on arrive à s'approcher à décision 0 si on a un chien et 1 si on a un chat. Et on va continuer à faire ça de façon répétitive. Ça veut dire on va aller repasser toutes les données qu'on a, on va de plus en plus de données. Et en fait, à la fin, le modèle va arriver à une sorte de perfection parce qu'en fait, à partir d'une approche itérative, on sera capable à modifier ces points de combinaison de pixels qui est très simple comme modèle mathématique pour avoir 0 pour une catégorie et avoir 1 pour la deuxième catégorie. C'est le principe de base. Maintenant, on peut imaginer ce principe en fait, de l'appliquer pas sur une seule couche ou seul opérateur mathématique. On peut imaginer une succession des opérateurs, ça veut dire une succession de convolutions. D'où le mot deep, en fait, ça veut dire on a beaucoup de convolutions et en fait, on va succéder une opération après l'autre pour en fait exactement le même objectif. Et le principe va rester la même. À la fin, on va modifier les paramètres du système qui au départ sont initialisés de façon aléatoire, qu'on puisse avoir la décision optimale par rapport aux données qui sont fournies par l'expert de notre base de données. C'est ça le principe. Slide d'après, s'il vous plaît. En fait, il y a différentes architectures au niveau de deep learning. L'architecture la plus fréquemment utilisée, c'est ce qu'on appelle des CNN, c'est Convolutional Neural Networks, ou réseaux convolutionnels, où l'idée, en fait, c'est à chaque itération d'appliquer des opérateurs au niveau local en image qui vont combiner les formations locales pour les couches d'après. Et souvent, à la fin, on aura un réseau de neurones qui va faire une interprétation, qui va, à partir de l'image elle-même, une fois qu'on est arrivé à un niveau d'abstraction suffisamment élevé pour prendre la meilleure décision. Donc, c'est des approches les plus faciles à entraîner, ça veut dire parce que c'est des modèles mathématiques relativement simples. Et aussi, c'est les approches qui, en fait,
peuvent répondre à presque tous les besoins aujourd'hui en apprentissage statistique et en intelligence artificielle. Une deuxième catégorie de méthodes, en fait, qui est des modèles plus complexes, qui rajoutent la notion d'explicabilité. Ça veut dire qu'on a aussi la possibilité de prêter de façon statistique si le résultat est bon ou pas. Ce qu'on appelle les réseaux génératifs adversariaux, où l'idée, en fait, c'est de combiner un réseau conventionnel standard avec un modèle statistique qui va générer une loi de probabilité et à la fin, la décision sera prise en combinant les lois des probabilités de la décision avec les données d'apprentissage. L'avantage des réseaux adversariaux est en fait qu'ils sont capables de donner une interprétation statistique du résultat. Donc, en fait, on a des moyens d'explicabilité et de traçabilité de la décision. Et après, on a une troisième catégorie de réseaux, ce qu'on appelle des réseaux récursifs. Donc, principalement, ce sont des réseaux en fait qui visent à introduire la notion du temps. L'objectif, c'est de pouvoir en fait modéliser des phénomènes complexes où la notion temporelle a un impact. Par exemple, si vous devez faire un chatbot, en fait, la séquence des mots a une vraie valeur. L'idée, c'est de pouvoir prédire quel est le mot qui va arriver à partir des mots que vous avez observés en phrase précédemment. Donc, c'est ça l'idée des réseaux short et longue mémoire, qui en fait, ce qu'on appelle des réseaux récursifs, sont des modèles extrêmement puissants pour quelques tâches, comme tout ce qui est l'interprétation de langage naturel, tout ce qui est modélisation dynamique des événements, et ils trouvent beaucoup d'applications dans différents domaines, comme la finance, comme tout ce qui est modélisation dynamique des systèmes. En fait, notre objectif au niveau des centrales Supélec XZ, c'est d'être capable de répondre dans l'ensemble des besoins en formation en intelligence artificielle. À la fois pour tout ce qui est apprentissage à partir de données, mais aussi pour tout ce qui est modèle de logique. Donc, en fait, on propose des formations. Il y a une formation en fait qui est autour d'apprentissage statistique et réseau profond, qui en fait c'est une formation courte de 2 jours qui se déroule en moyenne tous les 4 mois. L'objectif, c'est de donner un aperçu en fait d'évolution technologique dans le domaine d'apprentissage statistique et de l'apprentissage profond et quelques cas concrets d'application. Ce sont des formations qui sont assurées en fait souvent par des académiques de très haut niveau, soit à Centrale Supélec, soit dans l'écosystème national comme INEA ou CNRS, où on essaye en fait de familiariser les personnes qui sont intéressées par l'évolution technologique. Parce qu'en fait, pour être capable aujourd'hui à répondre aux besoins d'intelligence artificielle, il faut aussi maîtriser les différentes propriétés des algorithmes. Chaque algorithme a ses propres avantages et inconvénients et ça devient très compliqué en fait, si vous n'avez pas l'expertise, de pouvoir choisir quelle est la meilleure approche par rapport à votre problème. Donc ça, c'est une formation courte qui est plutôt au niveau vulgarisation scientifique et au-delà, mais l'objectif, c'est en fait de donner un aperçu global d'évolution au niveau scientifique et technologique autour de ces domaines. Et ensuite, on a une formation longue qui est environ 15 jours, en fait, qui se déroule pendant 3 mois, où l'objectif, c'est en fait de prendre des personnes qui ont déjà une formation relativement scientifique. Ça veut dire que vous avez déjà une maîtrise raisonnable des problèmes autour des statistiques, autour des programmations, parce que c'est nécessaire. Et en fait, donner un élan à votre carrière vers une expertise purement IA. Et dans cette formation-là, en fait, on va couvrir l'ensemble des besoins dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on va commencer par des problèmes assez connus au niveau de optimisation des formes autour des clustering non supervisés. Donc, c'est des approches statistiques avancées. Ensuite, on va passer sur des approches machine learning conventionnelles, qui sont quand même des approches qui ont des avantages et inconvénients en fonction des volumes de données, pour à la fin aborder le domaine de deep learning, point de vue théorique et point de vue pratique. Ça veut dire en fait comment on décide quelle est la meilleure architecture par rapport à nos problèmes et comment on peut générer de façon simple un réseau qui répond à nos besoins, et conclure enfin de tout ce qui est les avancées les plus récentes, comme l'apprentissage par renforcement, qui sont des modèles d'apprentissage dynamique, auto-apprenant et les théories des jeux. Donc, c'est des formations qui en général se déroulent 2 fois par an. Une est prévue pour mars 2020 et l'autre c'est prévu pour octobre 2020. Encore, les intervenants sont des intervenants de très haut niveau, souvent des professeurs de Centrale Supélec ou des partenaires comme INEA et CNRS, avec une expertise dans le domaine. La deuxième formation vise aussi, en fait, à la fin, de vous donner un aperçu des applications de ces technologies dans différents domaines, comme l'interprétation de langage, comme la révision par ordinateur, comme les sciences de la vie, comme la finance. Donc, il y a une partie qui est purement, entre guillemets, théorique avec des TP pour les parties méthodologiques, et la
la fin du cycle, en fait, correspondent à des applications très précises de cette techno dans différents domaines. Je vais passer le micro à mon collègue. Merci beaucoup. Je vais reprendre quelques petites informations que Nikos a déjà partagées avec vous sur les formations en question. Donc, effectivement, nous proposons 2 formations en intelligence artificielle chez Centrale Supélec EXED. Alors, la première formation est effectivement une formation plus d'acculturation ou de vulgarisation du domaine. Elle se déroule sur 2 jours et nous organisons au minimum 2 sessions par an, voire 3 sessions. Et le coût de cette formation est de 1 990 € hors taxe. Et la seconde formation, donc c'est une formation longue et certifiante qui se déroule sur 16 jours. Ces 16 jours vont s'étaler sur à peu près 4 mois. La formation est composée de 9 modules et nous proposons 2 sessions par an. Donc, la prochaine, effectivement, est prévue pour le mois de mars prochain et la suivante, le mois d'octobre 2020. Et le tarif est de 12 000 € hors taxe. La certification dont on vient de parler s'obtient par le biais d'un test d'évaluation et d'un mémoire avec soutenance devant jury. Voilà pour les formations. Et donc, si vous avez des questions sur les formations, mais aussi sur une inscription potentielle, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis disponible voilà, au numéro de téléphone qui s'affiche et l'adresse mail laetitia.vigneron-field@centralesupélec.fr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais repasser le micro à Nikos et voir si voilà, vous pouvez échanger avec lui. Alors, je serais ravie de lire les questions, seulement je ne peux pas. Petit détail qui fait la différence. Mais C'est en haut, là, à droite. Bonjour, je cherche à savoir s'il y a des sens de la formation Data Science. Ah, il n'y a pas la fin de la phrase. Alors, avant la fin de l'année, pardon. Alors, on a une session qui démarre lundi pour la formation courte qui est donc IA 01, mais la question se porte sur l'IA 03, qui est la formation plus expert et complète. Et malheureusement, je pense que la réponse sera négative par rapport au fait d'organiser une formation d'ici la fin de l'année. Oui. Là, j'arrive. Il y a de la statistique sur la formation expert. Oui, en fait, il y a des jours qui sont prévus au départ pour parler de tout ce qui est les connaissances de formes et statistiques avancées. Donc, on le couvre, comme expliqué, les modèles bayésiens, tout ce qui est clustering non supervisé, avec des approches de base comme K-image, mais aussi très avancées, comme affinity propagation. Donc, il y a des jours, en fait, qui sont prévus à aborder l'aspect statistique. Oui, en fait, dans les formations courtes, on ne part pas des calculs distribués Spark. Par contre, dans la formation longue, en fait, il y a un module qui s'appelle langage de programmation Big Data et intelligence artificielle, où on parle d'Hadoop, on parle de Spark, on parle de tous ces outils, en fait. Donc, ça correspond à des jours où il y a la partie théorique et l'ETP. En fait, la formation courte a comme objectif plutôt de donner un aperçu de l'évolution aujourd'hui dans l'état où on y a. Donc, ça ne correspond pas, en fait, l'objectif, ce n'est pas de discuter comment structurer des données, parce qu'en fait, ça, souvent, ce n'est pas des problèmes d'IA, même si c'est quelque chose qui est vachement important pour l'IA. L'objectif, c'est une fois qu'on a structuré les données, comment un peu au-delà, en fait, des données existantes pour développer des algorithmes. Donc, la question n'est pas abordée. On a des formations au Big Data, à mon avis, qui répondent à ces besoins plus précisément, mais ce n'est pas l'objectif de la formation courte en IA.
En fait, la formation, donc la formation courte, ça reste une vulgarisation avec, comme j'ai dit, un aperçu des évolutions technologiques et scientifiques. La formation longue, en fait, elle est conçue de telle façon qu'elle aborde en fait trois choses. L'objectif premier, c'est en fait de donner les composants scientifiques, mathématiques, technologiques nécessaires pour aborder des problèmes en IA. Donc ça, c'est des cours en fait que je ne vais pas utiliser les mots théoriques, mais l'idée, c'est vous devenez un expert dans ce domaine-là. La deuxième partie, en fait, c'est des travaux pratiques où chaque module est associé en fait avec des applications concrètes où on a des applications souvent qui sont aussi liées aux transformations d'entreprise, où en fait l'idée c'est de montrer l'intérêt de chaque module par rapport à différents problèmes en IA et leur application dans différents domaines. Donc, on peut imaginer qu'on a des TP qui sont liés à ce thème-là. Et la troisième partie, en fait, c'est ce qu'on appelle à la carte, entre guillemets, où en fait, on a des projets qui sont spécifiques aux besoins de personnes. Ça veut dire on va définir un projet, ce qu'on appelle un proof of concept. Et pendant 4 jours, en fait, équivalent de travail, avec un tuteur, les personnes en question doivent adresser les problèmes de zéro jusqu'à la fin. Ça veut dire conception de la solution, définition des besoins et des cahiers des charges et arriver jusqu'à un démonstrateur. Donc, ces parties-là, en fait, ces parties de la formation peuvent adresser de façon explicite les besoins de transformation d'entreprise, mais on n'a pas un cours qui est lié à la transformation des entreprises. C'est juste des TP, en fait, où on peut démontrer l'intérêt vers cette direction. Économétrique. En fait, on parle un petit peu de tout ce qui est modélisation des séries temporelles, donc, qui fait partie des approches économétriques, mais le focus, en fait, ce n'est pas des données, parce que les approches économétriques sont souvent liées à la finance. Le focus de la formation, c'est de donner l'aperçu global aujourd'hui en état de l'art en statistique par rapport à différents domaines de l'IA. Donc, on parle des séries temporelles, mais on ne focalise pas que sur les approches économétriques par rapport à la question. En fait, déjà, il y a en fait la formation longue pour, comme j'ai dit, expliquer. Il y a une partie théorique et une partie pratique et mise en pratique les travaux des cours. Donc, pour pouvoir suivre les parties théoriques, il faut avoir quand même une connaissance qui est relativement solide d'aspects mathématiques. Ça veut dire un peu de stats, un peu d'optimisation. Et pour les parties programmation, il faut maîtriser Python. Donc, si vous avez un background où on passait mathématiques, statistiques et un peu d'info, et aussi, vous avez envie d'investir parce que souvent, ce qu'on propose pour des personnes qui, on considère qu'il y a d'efforts à faire d'investir en MOOC avant la formation. À mon avis, ça devrait être suffisant, mais il faut quand même avoir un niveau mathématique et informatique raisonnable. En fait, au niveau des MOOC, il y a des MOOC qui sont de très bonne qualité, qui sont proposés par Stanford. Donc, c'est les cours de Andrew Ng, qui est un professeur de Stanford. Donc, il y a encore une introduction au machine learning et encore une introduction au deep learning. Et après, j'ai aussi considéré, je proposais des MOOC autour de programmation Python, si vous n'avez pas un background de Python, parce qu'aujourd'hui, la plupart des solutions en IA exploitent le langage Python. Et aussi, si possible, un cours en optimisation. Donc, un cours en machine learning, optimisation et Python, à mon avis, c'est quelque chose qui a une vraie valeur à investir par rapport à votre intégration à ces formations, mais aussi au-delà de cette formation, si vous voulez exploiter l'avancée technologique autour des IA. Après, je pense qu'il faut aussi regarder la page web de XZ parce qu'il y a une description, en fait, il y a un document PDF qui donne d'abord le contact, mais aussi la description de la formation. Donc, je donne la parole à Laetitia. Oui, merci. Donc, effectivement, si vous voulez obtenir de plus amples informations, notamment recevoir la fiche programme pour chacune de ces formations, connaître les dates précises des futures sessions, n'hésitez pas à me contacter, soit par téléphone, alors je vous le redonne, même si on ne le voit pas à l'écran. C'est le 01 75 31 68 97. Voilà.
Et mon adresse mail, laetitia.vigneron-field@centralsupélec.fr. Voilà. Et vous pouvez également consulter notre site internet. Les fiches programmes sont également disponibles. Vous pouvez les télécharger. Et lorsque vous les téléchargez, j'en suis notifiée. Donc, je peux vous contacter, je peux vous contacter et vous fournir de plus amples renseignements. Justement, pour clôturer peut-être, donc aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle est en train d'impacter de façon significative l'ensemble des domaines des sciences et l'ensemble des domaines sociétaux. Donc, nous vivons une révolution, en fait, où d'ici 2030, le nombre de professions qui vont disparaître est colossal. Et ça, c'est lié à l'intelligence artificielle qui va générer aussi autant d'emplois. Donc, en fait, à la fois, il y a un vrai intérêt de pouvoir, en fait, répondre aux besoins de l'avenir autour de ces thématiques-là. Et aussi, il y a un vrai intérêt personnel, professionnel, en fait, de se former dans des domaines où l'intérêt de la société va continuer à s'accroître de façon significative en France et à l'international. Et pour arriver là, en fait, il faut être capable à la fois maîtriser les aspects technologiques, qui est la clé, mais aussi avoir une ouverture par rapport à les différents domaines. Et en fait, c'est l'objectif de notre programme. Comme j'ai expliqué auparavant, notre pari est la qualité. Donc, ça veut dire on vise quand même sur des formations avec des intervenants qui sont au meilleur niveau possible international. Ça veut dire sont ce qu'on appelle des opinion leaders. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir combiner de façon optimale à la fois les composants technologiques, mais aussi les mises en pratique avec une parfaite répartition entre la théorie et la pratique. Notre troisième pari, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble des domaines avec à la fois des formations de vulgarisation, mais aussi des formations longues où en fait on va aborder toutes les approches autour des IA. Et notre quatrième pari, c'est en fait l'impact sociétal qui est aujourd'hui adressé grâce au projet personnel en fait des chaque participants avec une tuteur où l'idée c'est de pouvoir montrer qu'on est capable de résoudre des problèmes qui ont un vrai impact sociétal, business dans différents domaines à partir des projets personnels. Parfait. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Oui, merci. Bonne journée.